Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e atelier virtuel du Gers. On est toujours très très content de vous retrouver. Et puis maintenant, vous êtes de plus en plus nombreux puisque pour ce 14e atelier du Gers, vous êtes plus de 830 personnes à vous être inscrits. On verra en fin de session combien auront participé réellement. Mais c'est un nouveau record et on vous en remercie vraiment. Ça nous conforte dans notre volonté de pouvoir vous apporter à chaque fois une information nouvelle qui vous soit la plus utile possible. Puis maintenant, ces ateliers nous permettent aussi un peu de faire un tour de France parce que beaucoup d'entre vous sont éclatés dans toutes les régions de France. Comme ça, on pourra même faire la météo des plages. Il y en a qui sont en Bretagne, dans le sud, un peu partout. Donc, on va voir ça pour la prochaine fois. En tout cas, donc, on démarre ces ateliers, donc toujours possible grâce à l'ensemble des informations que nous recueillons au travers de l'écosystème pharma CGDIM, des données qui sont issues de l'activité à partir de nos logiciels pharmaciens, nos logiciels médecins, également ce que l'on capte au niveau des officines au travers de Futura Media, ces médias. Également Medexact qui nous apporte aussi sa contribution. Et puis Santestat et toutes les autres filiales du groupe CGDIB. Alors, ces données, vous le savez, hein, elles sont partagées de plus en plus avec les autorités qui les utilisent, que ce soit la DGS, le ministère de la Santé, la NSM, l'assurance maladie, et tout cela à partir de Statop, les données hospitalières, à partir des données de prescription, la Bastine qui avait été choisie il y a maintenant quelques mois de cela par la NSM et le CEPS pour le suivi et l'analyse de la prescription des médecins généralistes et des spécialistes, et puis et surtout toutes les données d'achat et de distribution des officines dont on dispose, que ce soit nos données sell-in, nos données SogNow, SogEarly, Sellout, les données Gersrupur, et puis maintenant le petit dernier de la bande, Mediprime. Mais je vais laisser tout de suite maintenant David, qui va dans un environnement propice nous faire part des dernières informations concernant les données médecins notamment. Merci Patrick. Oui, parce que à force de parler des régions, il fallait quand même qu'on aille voir un peu ce qui s'y passait. Et donc, du coup, là, comme vous pouvez le voir avec l'arbre qui est derrière, je suis en Bretagne Sud. Donc, l'idée de cette présentation, c'est aussi de faire le bilan de 12 mois de Covid avéré, c'est-à-dire de avril 2020 à mars 2021. Donc, et de voir en fonction des différents sujets, est-ce qu'on se compare à 2019, est-ce qu'on se compare à 2020, et de voir les différentes métriques. Quand on regarde ce qu'ils se disent et ce qu'on voit après au travers de la médecine générale, le début d'année est légèrement stable par rapport à l'année dernière. On voit quand même que sur le mois de mars, donc vous avez la courbe 2021, on est nettement au-dessus de l'année dernière. Donc, l'impact de la semaine du 16 mars 2020, dans lequel effectivement a été annoncé le confinement. Et donc, on voit que sur cette année, la fréquentation en médecine générale sur le mois de mars est au-dessus de 2019 et au-dessus de 2020. Donc, très nettement, avec un début d'année qui était quand même, malgré tout, en repli par rapport à l'année passée. Alors, quand on regarde quand même sur ces dernières semaines, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que les consultations en médecine générale se stabilisent. Vous allez voir, on fait pas mal d'analyses à partir de la semaine 12. L'enjeu, c'était de ne pas prendre en compte dans les analyses court terme ce qu'on a vécu avec l'annonce du premier confinement. Et puis surtout,
on voit bien sur la partie droite, l'enjeu, c'était de se dire, mais voilà, mais qu'est-ce que ça a changé, ces couvre-feux, ce confinement, au fil des jours qui passent dans les consultations des médecins généralistes. Et comme vous pouvez le voir, on a vraiment une adaptation, sachant que chacun pouvait consulter le médecin généraliste après 18 heures. Et on voit qu'après 18 heures, on a une baisse de 15%, 16% des consultations par rapport à la même période en 2019. Donc, on voit qu'on s'est vraiment effectivement raccourci au niveau des délais. On peut sortir pour consulter le médecin généraliste, mais pour autant, c'est vrai qu'on a réduit ce créneau-là. Du coup, on consulte moins le médecin généraliste sur ces tranches horaires-là, plus entre 9h et midi, 12h et 14h. Et c'est vrai qu'on est stable sur l'après-midi, mais effectivement, légère baisse avant 9h, mais surtout forte baisse après 18h. Alors, quand on parle de la téléconsultation, on s'est comparé au UK et à la Roumanie. On le voit, et notamment par rapport à la Grande-Bretagne. En mois d'avril 2020, on avait le même pic que 22% des consultations en médecine générale étaient à travers la téléconsultation. On voit qu'on se maintient au UK. On est arrivé à un niveau plus élevé en Roumanie, autour de 12%, et on est monté jusqu'à 18% en fin d'année 2020. Et par contre, en France, on a eu ce pic au mois d'avril, et puis on tourne autour de 6-7% depuis de téléconsultation. En volumétrie, ça représente, alors pour rappel, en avril, on était entre 900 et 1 million de téléconsultations par semaine. Là, on est à 40% sur ce début d'année. Donc, on a l'usage de la téléconsultation qui s'inscrit petit à petit dans la pratique des médecins généralistes, mais pour autant, on n'est pas du tout au niveau qu'on a outre-Manche. Et je vous assure que c'est indépendant du Brexit. Alors, quand on regarde effectivement chez les spécialistes de ville sur ce début d'année par rapport à l'année dernière, et là aussi on voit le début d'année est meilleur que l'année passée sur toutes les spécialités, à part psychiatre qui était très élevé l'année passée, mais on voit effectivement beaucoup plus de consultations chez le cardio sur ce début d'année. Regardez, plus 13%, plus 10% sur le diabétologue, plus 20% sur le gastro, neuro plus 7%. Donc, c'est vrai qu'on s'habitue à ces nouveaux confinements qui sont moins stricts que celui de l'année dernière, le tout premier. Mais on voit effectivement davantage de consultations. Par contre, en termes de téléconsultation, seuls 2 spécialistes émergent, 2 spécialités, psychiatre et diabéto, où on voit entre 10% des consultations ou 6% pour le diabéto. Et par contre, pour le neuro, le pneumo et les autres spécialités, on est très, très rikiki en termes de téléconsultation, très fragile, très minimaliste. Et même en volumétrie, si on considère toujours le mois d'avril comme le plus haut palier, on descend à 1/3 chez le psychiatre, la moitié chez le gynéco. Mais quand on regarde le poids que ça pèse par rapport aux consultations en présentiel, on est effectivement dans une démarche qui ne s'est pas encore tout à fait construite sur ces spécialités. Alors, un point, on a, quand je dis on, c'est toujours ce côté un petit peu vaniteux, mais les équipes ont travaillé sur cette mise à disposition des données sur la vaccination en ville, que ce soit auprès des médecins ou auprès des officinaux avec le vaccin Astra. Et je vais tenter une prouesse technologique, c'est effectivement de vous montrer sur le site, notamment sur le site CGDIM. Hop, je vais partager. Hop, un peu d'indulgence. Donc, il y a effectivement la possibilité de suivre en live aussi bien le suivi de la vaccination Covid en médecine de ville ou en officine. Et quand on regarde ce que ça donne, on voit en médecine de ville, on arrive à 750 000 vaccins AstraZeneca fait. On voit qu'on a un peu de deuxième dose qui est fait en médecine générale.
On a aussi la possibilité de voir en live comment ça se passe au niveau des régions. On voit qu'on a des régions qui sont fortes, comme l'Île-de-France, comme l'Auvergne, comme le Hauts-de-France, le Pays de Loire, la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et le Grand Est. Par contre, on est plus faible en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où on est en dessous de 53 000 vaccinations faites en médecine générale. Et puis, on a aussi des informations sur le patient, une quasi-parité entre hommes-femmes, un tout petit peu plus d'hommes que de femmes, 52% versus 48%, et également des courbes qui se mettent à jour en temps réel sur les tranches d'âge. Et pareil sur l'officine, avec effectivement la capacité à voir qu'on est dans un mouchoir de poche, même si elle a commencé plus tardivement en officine de ville. On est à 760 000 vaccinations réalisées à date, et donc effectivement très proche de ce qu'on observe en médecine de ville. Donc on voit bien que l'un et l'autre se complètent pour pouvoir réaliser cette vaccination-là, avec effectivement aussi l'Île-de-France qui est la première région, et ensuite l'Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France. Et donc tout ça se met à jour heure par heure pour les plus frénésiques. Et donc vous pouvez y accéder comme vous le souhaitez et de pouvoir voir l'évolution de ces tableaux en ligne sur le site CGDIM pour le renvoi. Hop. L'activité officinale, même principe, quand je prends ces 12 mois glissants, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, un trafic en officine qui est en recul, que l'on se compare à 2020 ou à 2019. Donc, vous voyez, on a commencé le graphique entre avril et mars pour avoir ces 12 mois glissants et de voir un peu le profil des courbes. On voit quand même que sur le mois de mars, on est très proche de 2019 et loin, bien sûr, de l'année dernière, ce mois de mars tant exceptionnel dans sa capacité à adresser le réseau officinal de manière exponentielle. Et c'est vrai que si on se compare soit à l'année dernière, soit à 2 ans en arrière, on est en termes de trafic sur ce début d'année à moins 10 ou moins 12. Quand on arrête l'évolution du chiffre d'affaires, tout statut confondu, sur ces 12 mois glissants, donc de mars 2021, de avril 2020 à mars 2021, donc 12 mois de confinement versus l'année passée, on a une officine à moins 1,6 sur les produits de santé. Et par contre, vous regardez, quasiment tous les statuts sont en recul. Le médicament remboursable est en recul de 226 millions, moins 0,9% par rapport à l'année dernière, mais surtout le médicament non remboursable, donc principalement l'OTC, on est quasiment à moins 400 millions, premier contributeur à la décroissance. Et le statut cosmétique et les dispositifs médicaux, eux, sont en recul de moins 16 et moins 17 millions. Les compléments alimentaires et denrées résistent malgré tout, moins 0,2, et le vétérinaire reste en croissance avec une croissance de plus 0,8%, 13 millions d'euros. Quand on regarde ce que ça donne par rapport aux 2 années, donc quand on se compare sur ce début d'année, soit à 2020, soit à 2019, donc entre parenthèses, vous avez 2019. Alors, c'est vrai que là, on va avoir des semaines qui vont être plus agréables que l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, sur semaine 12, 13, 14, c'était du confinement strict. On était tous chez soi, ou du moins une grande majorité. Donc, c'est vrai qu'on va avoir des évolutions qui sont plus agréables à voir, mais il faut dire qu'on a eu beaucoup de décroissance sur les semaines et les mois précédents. Donc, ça fait un peu de bien de voir que malgré ce nouveau confinement, le chiffre d'affaires en officine est en croissance, plus 19,6 par rapport à l'année dernière, mais même plus 1,3 par rapport à 2019. Donc, c'est vrai qu'on est très, très proche d'une année normale, si tant est que 2019 était une année normale. On voit par contre que sur la délivrance issue de la prescription de ville, on est en léger recul par rapport à 2019. Mais par contre, effectivement, on l'a vu comme pour les consultations de médecine générale ou de spécialistes, on voit que par rapport à l'année dernière, la délivrance est en forte croissance, plus 20%, ce qui nous permet, par rapport à l'année dernière, d'être à zéro depuis le début de l'année. La délivrance issue d'une prescription hospitalière, ce qui représente 28% du chiffre d'affaires du réseau officinal,
Là aussi, forte croissance sur les dernières semaines, donc de 12 à 14, plus 21%, plus 12% par rapport à 2019. Donc, forte augmentation de ces produits de sortie de l'hôpital. Et le conseil, du coup, reprend des couleurs par rapport à l'année dernière. Alors, effectivement, on n'est pas loin des couleurs de 2019. Si vous regardez juste plus 1, allez, c'est quasiment positif. Et du coup, c'est plutôt agréable. Moins 2 depuis le début de l'année par rapport à 2019. Mais c'est vrai que par rapport à l'année passée, le mois fin mars et début avril est plutôt bien orienté aussi sur le conseil. Ça ne veut pas dire que c'est rose pour tout le monde, mais par contre, effectivement, le réseau officinal est plutôt résistant et résilient sur cette période-là. Alors, le taux de TVA, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le 2,1, plutôt le remboursable, là aussi, plus 2% par rapport à 2019 sur ces dernières semaines, plus 17%. Le 5,5, donc qui comprend un peu de dispositifs médicaux, un peu de compléments alimentaires, un peu de DM, un peu de gel hydroalcoolique. Là, on est à plus 32% par rapport à l'année dernière. On voit bien, rien à voir entre ce confinement et le précédent. Et plus 1 par rapport à 2019. Vous voyez bien, on est très, très proche de 2019 sur le 5,5. Vous voyez, les courbes sur ce début d'année, elles sont très proches les unes des autres. Sur le TVA à 10%, alors c'est vrai, à accepter quand même qu'on sourit légèrement sur le plus 27 par rapport à l'année dernière. C'est vrai que l'OTC, puisque du coup c'est principalement l'OTC dans le taux de TVA à 10, a souffert énormément. On va le voir dans les graphiques tout à l'heure, mais globalement, c'est mieux sur ce confinement, puisqu'on est à plus 27 par rapport à l'année dernière. On est quand même à moins 7 par rapport à 2019. Donc, on voit quand même l'OTC qui souffre année après année, quoi qu'il se passe, avec une décroissance qui est remarquable et surtout moins 14 depuis le début de l'année par rapport à 2019. Et sur le taux de TVA à 20%, donc qui comprend aussi bien des DM remboursables que de la dermocosmétique, on voit, et des DM non prescrits, plus 21 par rapport à l'année dernière, plus 2 par rapport à 2019, et on est très proche sur le début de l'année à 2019. Donc, on voit bien que ça se réorganise. On le verra quand on rentre dans le détail des promesses, des marchés, des choses excessivement intéressantes à partager. Et puis, c'est vrai aussi quand on regarde le trafic sur ce début de l'année, alors un rebond sur les pharmacies de plus de 7 millions, où sur la semaine dernière, on est à plus 54% en trafic par rapport à l'année dernière. Alors, vous allez me dire, OK, mais du coup, par rapport à 2019, en fait, je n'ai pas voulu le mettre parce que du coup, allez, qu'on savoure un petit peu que le trafic est meilleur que l'année dernière. On va le voir sur le panier, on va le voir sur un certain nombre d'éléments, mais on voit bien que, mine de rien, ça circule davantage. On s'habitue à ces confinements, déconfinements, à ces restrictions. On voit qu'on s'habitue effectivement au couvre-feu, mais en termes de trafic, ça reste mieux que le premier confinement. Alors, ça ne compensera pas ce qu'on a perdu depuis le début de l'année. On voit moins 9% en trafic, mais effectivement, sur ces semaines-là, on rattrape petit à petit ce qu'on a gaspillé sur le début de l'année. Mais on reste en termes de trafic à moins 7 sur ces 3 dernières semaines par rapport à 2019. Et quand on regarde les paniers, que ce soit sur ordonnance ou sur conseil du pharmacien, alors on a comparé à mars, mais du coup, on a intégré 2019 et 2020, parce que quand je compare à 2020, on me dit « Ah ouais, mais ce n'était pas le mois de mars classique ». Quand je compare à 2019, on me dit « Ah oui, mais c'est un peu ancien ». Donc, on a mis tous les chiffres et toutes les évols, mais on voit bien ce qu'on évoquait la dernière fois, 3 € de plus entre 2019 et 2021 sur le panier sur ordonnance, mais surtout en conseil aussi, on a gagné 1,50 € entre 14,84 et 16,21 en panier moyen en officine, ce qui veut dire qu'en conseil, on est à plus 9 entre le mois de 2019, le mois de mars et le mois de mars 2021. Donc, un panier conseil qui est plus important, un accompagnement du patient. On regardera ensemble, mais on a vraiment la santé qui passe dans l'officine, quel que soit le type de produit, et c'est durable, et ça s'inscrit dans le temps. Et donc, du coup, on va pouvoir suivre
si vous trouvez ça intéressant, l'évolution de ce panier moyen, que ce soit en conseil ou sur ordonnance, pour voir un peu l'évolution dans le temps. Mais Patrick, tu peux nous parler du remboursable et de sa dynamique? Merci, David. Donc, effectivement, on va voir ce qui s'est passé sur le médicament remboursable au cours de cette année, hein, parce que c'était vraiment le focus qu'on voulait avoir au cours de cette année 2020, en comparant aussi beaucoup par rapport à 2019 et pouvoir mieux se rendre compte ce qui s'est passé. Alors, quand vous regardez cette courbe, mais cette courbe, elle traduit un peu ce que David vous a présenté avant, c'est-à-dire qu'on a à la fois une activité médicale en hausse, on a un trafic officinal qui, lui, est en légère baisse, mais avec un CA officinal qui, lui, est en hausse et proche de 2019. Et on retrouve au niveau du médicament remboursable cette dynamique. C'est-à-dire que l'on a une délivrance des médicaments remboursables en ville qui est forte, supérieure à celle que l'on avait, par exemple, en mars 2020, ce qui, on ne s'attendait pas forcément à avoir cette courbe-là. Les prescriptions aussi d'origine hospitalière sont également en très forte hausse. Donc, on a vraiment une évolution aujourd'hui. Dans les classes qui contribuent un peu à la croissance ou à la décroissance, on retrouve certaines classes habituelles, hein, la L01H, avec des produits comme Tagrisso ou Imbruvica, donc les antinéoplasiques inhibiteurs de la protéine kinase, comme David aime bien que je le prononce, qui ont progressé très fortement sur cette année 2020, avec plus 10%. Il y a une classe qui a explosé, c'est la R07X. Et là, on retrouve comme produit, c'est Orkambi, qui est essentiellement le produit responsable de cette croissance. Ensuite, on a la L04C avec les inhibiteurs de l'interleukine, avec plus 29% de croissance. Les inhibiteurs directs du facteur 10A, la B01F, avec près de 100 millions. Et les antagonistes des hormones cytostatiques, la L02B, plus 77 millions. En revanche, dans les contributeurs à la décroissance, on avait déjà, on l'avait remarqué lors des ateliers précédents, les antiviraux, notamment de l'hépatite, avec moins 30% à moins 77 millions. Bien sûr, tous les produits qui sont liés aux pathologies hivernales, que ce soit les antibiotiques, les analgésiques non narcotiques antipyrétiques ou les autres antibactériens qui sont en forte baisse, et également les IEC en association. Mais il y a aussi également un effet prix qui joue. Quand on regarde les produits, j'en ai déjà dit deux mots au travers des classes, mais on retrouve comme produits qui sont très fortement dynamiques, David, dans les contributeurs à la croissance. Donc, le top 5 représente plus 390 millions de hausse, alors que le top 5 de la décroissance ne représente que 173 millions. Donc, je vous l'avais dit, le produit le plus dynamique, c'est Orkambi de la R07X. C'est un produit de chez Vertex qui évolue de 300%. On a Eliquis qui continue encore sa très forte progression avec 22% de croissance. Ensuite, on a les produits de la L01H, qui est la première classe en croissance, qui sont Tagrisso et Imbruvica. Et ensuite, on a un produit, mais là, c'est donc c'est la Norditropine Flex Pro de la H04C, qui est une hormone de croissance que vous retrouvez dans le cinquième produit également en forte décroissance. Il y a eu un changement de présentation, donc ce qui explique qu'il y a un produit
qui partait de zéro, donc il y a une croissance à 1711%, alors que l'autre partait d'un peu plus haut, donc il y a une décroissance qui est forte, mais qui a moins 27%. Dans les autres produits en décroissance, vous avez Ibrance en L01H à moins 31%. Vous avez Exforge, qui est un antagoniste de l'angiotensine 2 en association. Vous avez un antibiotique, la piostacine, à moins 34 millions. Epclusa dans les antiviraux de l'hépatite, à moins 34 millions également. Et puis, je vous l'ai dit, la norditropine. Donc, voilà en ce qui concerne les produits. Quand on regarde après, au bout d'un an là, de confinement, de Covid, le top 10 des labos, ce qui s'est passé, on a une situation qui est assez variée, c'est-à-dire qu'on a quelques laboratoires qui ont eu un recul quand même assez important, en particulier Sanofi, qui a eu un recul de moins 8%, mais on retrouve également Novartis. Alors, on est sur sur les chiffres d'affaires en Céline, hein, bien entendu, donc à moins 3%. On a également Pfizer à moins 6% et Sandoz à moins 3%. En revanche, les laboratoires de génériques s'en sortent bien avec Biogarant et Mylan avec plus 1%, plus 0,4%. Vous avez Janssen Silac qui réalise une superbe performance, mais grâce au lancement de son nouveau produit avec une croissance de 14%. Et vous avez également BMS et AstraZeneca et Bayer Healthcare qui ont une très forte croissance pour cette année 2020. Alors, en ce qui concerne cette fois-ci toujours le classement des laboratoires, mais quels sont ceux qui participent à la croissance ou à la décroissance? Dans la croissance, on a le premier laboratoire qui contribue en augmentation de chiffre d'affaires, c'est Vertex. On l'avait vu au niveau des produits avec Orkambi, donc plus 140 millions, 181% de croissance. Janssen, qui est passé de 856 millions en mars 2020 et il est en mars 2021 à 979 millions de chiffre d'affaires, donc une croissance de 14%. AstraZeneca, 444 millions 532, plus 20% de croissance. Lilly, 310 millions 368 millions en mars 2021, plus 19%, et BMS, plus 10% à 548 millions de croissance. En revanche, je vous l'avais dit tout à l'heure, on retrouve dans les laboratoires qui ont reculé un peu sur cette année 2020, et on le retrouve dans le cumul mobile à fin mars, Sanofi, moins 8% à moins d'1 milliard. Sanofi baisse, passe en dessous de la barre du milliard. Pfizer à 900 également, passe en dessous de la barre du milliard avec 939 millions d'euros, moins 8% pour Sanofi, moins 6% pour Pfizer. Glaxo à moins 10% à 524 millions d'euros. Gilead également un recul avec moins 11% à 428 millions d'euros. Et Novartis qui lui reste très très largement au-dessus du lot, mais néanmoins qui connaît un recul de moins 3%. Donc voilà pour cette situation au niveau des laboratoires. Alors, que se passe-t-il maintenant au niveau du taux de pénétration des génériques? Alors, on voit qu'au niveau du taux de pénétration des génériques, donc sur cette courbe, vous avez en bleu l'année 2019, où le taux de pénétration des génériques se situait aux alentours de 80,8%. En orange, l'année 2020, où le taux de pénétration des génériques a bondi à 83,4%. Et en vert, ce sont les 3 premiers mois de l'année 2021. Vous avez un taux sur le premier trimestre qui se situe à peu près au niveau du taux de l'année 2020, à 83,3%. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est la progression quand même que l'on a sur les derniers mois. Parce qu'en fait, 2020 avait été marqué par un taux de pénétration très fort en début d'année
liées à la mise en place de l'article 66. Bon, article 66 qui a perduré, qui continue à perdurer maintenant, mais il avait ensuite légèrement reculé. Mais maintenant, on retrouve une dynamique favorable au niveau du taux de pénétration des génériques, puisque aujourd'hui, il se situe au mois de mars à 83,6%. Donc, une augmentation régulière sur les 7-8 derniers mois. Quand on regarde cette fois-ci, on a voulu s'intéresser au taux de pénétration mensuel des biosimilaires. Donc, en orange, vous avez l'année 2020, donc où là, on a eu un recul. Alors, il était en très forte augmentation par rapport à l'année 2019, 22,7% contre 20,5% en 2019, avec des pics, notamment sur le début d'année, qui s'était ensuite en 2020, sur la deuxième partie de l'année, il y avait eu une baisse. Mais pour le début de l'année 2021, on a un taux de pénétration qui se situe à 22,2% et qui se situe largement au-dessus de 2019, mais un tout petit peu en dessous de 2020. À l'hôpital, on a la situation inverse. On a un taux de pénétration des biosimilaires qui était à 6,5% en 2019. Il est passé à 7,5% en 2020. Et sur les 2 premiers mois de l'année 2021, il se situe déjà à 7,9%. Donc, un effet dynamique sur la pénétration, le taux de pénétration des biosimilaires à l'hôpital pour 2020. Alors, faisons un point également sur la régulation du marché. Alors, au niveau de la régulation du marché, on a regardé le chiffre d'affaires sur les 5 dernières années, de 2016 à 2017. C'est le chiffre d'affaires régulé total avant reversement. Donc, quand on dit avant reversement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas notamment les remises des laboratoires. Donc là, on voit que ce CA régulé est en augmentation constante chaque année, avec un ralentissement qui avait eu lieu en 2018, mais il était positif chaque année. Et quand on regardait la différence entre le marché remboursable ville et le marché hospitalier régulé, on voit que le marché ville était également en croissance chaque année, beaucoup moins sur 2016 et 2017, alors que pour le marché hospitalier, il a connu des périodes différentes. 2016-2017, très forte croissance. 2018, une régression extrêmement forte. Et ensuite, de nouveau, une croissance en 2019 et en 2020. Alors, voyons maintenant ce qui s'est passé après les reversements. C'est-à-dire les reversements, donc on a les remises produits, ce dont je vous parlais tout à l'heure, mais également les remises ATU et la clause de sauvegarde W, L et M. Donc, en 2016, le montant des reversements était de 1 280 000. En 2017, il est passé à 1 473 000. Il a encore augmenté en 2018 à 1 960 000. Il a encore augmenté en 2019 à 2 milliards, à 2 milliards 624, pas des millions, excusez-moi. Et il est à 4 200 pour 2020, alors que pour 2020, c'est une donnée provisoire qui est avant l'application de la donnée de sauvegarde. Ce qui veut dire que pour le CA régulé total net de remboursement, on passe de 22 milliards 829 en 2016 à 23 milliards 144, légère baisse en 2018 à 22 milliards 697, légère reprise en 2019 à 22 milliards 801, mais en 2020, on est déjà
avec un chiffre d'affaires en forte baisse à 22,65 milliards, alors que, comme je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas eu encore application de la clause de sauvegarde. Donc, selon des données pour 2020 qui nous ont été communiquées par le LEM en ce qui concerne ce calcul de la clause de sauvegarde. Donc, on voit que l'année 2020 est une année très difficile pour l'industrie et qu'elle a été très fortement affectée par les montants des reversements qui ont explosé au cours de cette année. Alors, voyons maintenant au niveau des variations de prix ce qu'il s'est passé. Donc, quand on regarde, donc maintenant vous êtes habitués donc, à ce tableau qui est issu de la nouvelle étude Mediprime qui est proposée par le GERS. Donc, en ville, en PFHT, à fin février, donc on est sur des prix bruts, on a deux valorisations de prix, soit en PFHT, soit en économie sécurité sociale. En ville, on est à 172 millions, il y a un effet de moins 41 millions sur l'exécution, c'est-à-dire sur les 2 premiers mois de l'année, janvier-février, et une prévision sur les 10 mois restants, donc ce qui nous donne un impact annuel de moins 172 millions d'euros. En tenant compte des baisses de prix qui sont déjà programmées, on a à peu près un peu moins le chiffre d'affaires en économie sécurité sociale, puisqu'on arrive à moins 165. En ce qui concerne l'hôpital, là, on est en prix tarif, on est en prix de vente hors taxe, donc avec 100% remboursé sécurité sociale, moins 19 millions sur les 2 premiers mois de l'année et un prévisionnel d'ici la fin de l'année de moins 30 millions. Donc, on voit que les baisses de prix pour l'instant à l'hôpital ont un rendement qui est assez faible. Enfin, donc au global, on se retrouve avec 60 millions déjà engrangés sur les 2 premiers mois de l'année et 161 millions à venir, ce qui veut dire qu'on est à moins 221 millions de baisse de prix ou moins 215 en économie sécurité sociale par rapport à un objectif 2021 qui est inscrit dans la loi de finances qui est à 640 millions net. Donc, du fait d'un réalisé à fin février de 215 millions, cela veut dire que l'on est à plus de 400 millions de baisse de prix à devoir engranger d'ici la fin de l'année. Quand on regarde les effets reports des baisses de prix et l'impact pour 2020, donc on voit que l'effet report pour la ville est de moins 131 millions d'euros, alors que l'effet variation, lui, n'est que de 41 millions d'euros. À l'hôpital, on n'a qu'un effet report de moins 49 millions, ce qui veut dire qu'au global, nous avons un effet report de 2020 sur 2021 de moins 181 millions et moins 41 millions d'effets variation. Un rappel, donc, c'est que ces variations de prix brut appliquées en 2020 donc, engendreraient 180 millions d'économies sur l'année 21 et que les changements de prix qui sont publiés au JO à fin février pour une application dans l'année donc ajouteraient en fait 41 millions d'euros. Donc, une projection complète sur l'année à 221 millions. Donc, on a un effet qui est avec un effet variation qui est quasiment nul, où on a des baisses et des hausses qui se compensent. Donc, des baisses de prix seront forcément décidées par le CEPS pour pouvoir atteindre le cap qui a été fixé au niveau de la loi de finances 2021, soit les 640 millions d'euros en net. Donc, vraisemblablement, des baisses de prix fortes à venir sur les 10 mois restants. Au niveau des ruptures de stock, donc le suivi que l'on fait et qui est accessible au travers des études que le GERS vous propose, on voit qu'aujourd'hui, le niveau de rupture, on l'avait déjà constaté depuis plusieurs mois, est vraiment arrivé à un niveau assez bas puisqu'il se situe depuis
notamment le début de l'année, en dessous de 1000 présentations, hein, je précise bien, ce sont des présentations qui sont en rupture avec une légère remontée sur la semaine 14, mais qui n'est pas du tout significative, ce qui traduit une capacité de l'industrie pharmaceutique aujourd'hui à avoir des capacités de production qui permettent de maintenir la production de la plupart des produits qui sont proposés sur le marché français. Dernier point, les tests antigéniques et un lancement d'une nouvelle mission structurante pour les pharmaciens, puisque ça a été mis en place en fin d'année 2020. Là, on a pris les premières semaines de l'année, de l'année 21. Et pour ces premières semaines de l'année 21, vous voyez qu'il y a une augmentation qui est régulière, puisqu'en semaine 8, on était à 504 000 tests effectués, 562 000, puis 645 000, puis 835 000. Mais surtout, et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'à partir de la semaine 12 et surtout de la semaine 13, on a eu une augmentation très forte, augmentation qui fait suite aux nouvelles annonces de restrictions sanitaires qui avaient été annoncées par le gouvernement et par M. Castex, et les 1 308 000 tests qui ont été effectués sur la semaine 13 sont à rapprocher aux 1 300 000 tests qui avaient été faits également en fin d'année au moment des vacances de Noël, où on avait constaté une très forte augmentation du nombre de tests réalisés en pharmacie. Au global, depuis la mise en place de cette mesure, il y a eu plus de 12 millions de tests qui ont été réalisés en pharmacie. Donc voilà pour la situation sur les tests antigéniques, et je vais maintenant laisser la parole à David pour les dispositifs médicaux. Merci Patrick. Ça laisse vraiment questionnement sur, on parle de l'industrie comme entreprise de pointe, comme technologie de recherche. Quand on voit que le chiffre d'affaires stagne ou baisse malgré des innovations de rupture, c'est vrai que c'est un environnement qui est de plus en plus compliqué. Sur les dispositifs médicaux remboursables et sur prescription, on voit début d'année, on voit du coup sur les 12 mois glissant, on est à plus 0,4, donc quasi stable par rapport à l'année passée, plus 3% sur ce début d'année. Et par contre, quand on regarde les promesses issues de la base Claude Bernard, on voit bien que tout ce qui va être compression, ortho, soins post-op, sécheresse et chaussant, on est en léger recul par rapport à l'année passée. Par contre, effectivement, le métabolisme, le diabète, les pansements sont légèrement positifs sur ces 12 mois, comme tout ce qui est douleur musculaire et stomie. Donc, on voit un marché à plus 0,4 avec effectivement, sur ces 12 mois, la compression, l'ortho et le chaussant qui sont à la peine. Alors, quand on regarde l'automédication, donc tout ce qui est médicaments de prescription médicale facultative sur conseil du pharmacien, et quand on regarde ces 12 mois, moins 14 par rapport à l'année dernière, avec, comme vous pouvez le voir sur la courbe, un mois de mars 2020 qui était bien orienté. On voit bien qu'on est bien en recul sur l'automédication par rapport à 2019 qui est en pointillé, et ce début d'année depuis novembre avec les pathologies qui se sont fait rares en fort recul, que ce soit par rapport à l'année dernière ou même que ce soit par rapport à 2019. L'automédication tousse, l'automédication souffre. Et quand on regarde sur l'automédication contributeur à la croissance ou à la décroissance, regardez la balance, comment elle est déséquilibrée, plus 16 millions d'un côté et surtout moins 224 millions de l'autre sur ces 12 mois. Quand on regarde les dynamiques, ça va être le sommeil, ça va être l'affection buccale, les brûlures d'estomac, le visage et la grippe. Et par contre, en décroissance, vous l'avez compris, on fait plus attention, on est plus propre.
On transmet moins de virus, donc douleur et fièvre, mal de gorge, rhume, toux grasse et diarrhée. Fort recul entre moins 20 et moins 50%. Mais c'est vrai que cette balance de l'automédication sur ces 12 mois passés est très déséquilibrée. Sur la santé familiale et la nutrition, qu'en est-il? Début d'année, on est depuis le début de l'année moins 11% sur ce périmètre-là, plus 16 sur les dernières semaines de mars et premières semaines d'avril. Donc, prenons le positif, comme le disais tout à l'heure, quand il y a lieu. Ce confinement est quand même globalement plus simple, ou du moins pas forcément au quotidien, mais plus simple à vivre pour le réseau officinal, avec effectivement des semaines 13 et 14 à plus 24 et plus 11. Et quand on regarde sur les 12 mois, donc sur les dynamiques, sur ces promesses et ces 3 dernières semaines, qu'est-ce qu'on voit? On voit globalement sur ces 3 dernières semaines, tous les segments sont positifs. C'est-à-dire que tout le monde reprend des couleurs, sauf le mal de gorge. Il faut bien avouer que même dans ce contexte-là, on est vraiment en prévention exceptionnellement bon, puisque mal de gorge est en recul. Par contre, vous le voyez, le sommeil est fort, le tonus est fort, l'équilibre digestif est fort. Donc, belle dynamique pour ces produits-là. Et quand on regarde quand même sur 12 mois, sur cette santé familiale au sens large du terme, on a les douleurs et fièvres et l'équilibre digestif qui sont en recul. Et par contre, ce qui reste dynamique, malgré le mois de mars 2020, du coup, qui reste un gros mois, tonus vitalité, sommeil et la nutrition infantile, l'alimentation générale qui reste stable par rapport à l'année dernière. Alors, quand on regarde sur ces 3 dernières semaines, les contributeurs à la croissance, ben, du coup, on a un équilibre qui est plutôt favorable. Profitons-en, ça n'est que 3 semaines et c'est effectivement par rapport à fin mars-avril de l'année dernière. Mais on a douleur et fièvre, on a les douleurs articulaires, on a le sommeil, on a la nutrition, et puis on a aussi mon petit chouchou, c'est l'hygiène bucco-dentaire. Et effectivement, je pense que soit effectivement on fait beaucoup plus attention à son hygiène bucco-dentaire en étant en télétravail chez soi, ou tout simplement, je le pense, le masque révèle un usage plus conseillé du dentifrice ou du bain de bouche. Par contre, dans les contributeurs à la décroissance, là, effectivement, sur ces ces semaines, confort respiratoire, premier contributeur à la décroissance, l'immunité de défense naturelle, les huiles essentielles, l'assainissant. C'était des segments, les 2 derniers, qui étaient très forts l'année dernière, à la même époque, et du coup, qui reculent fortement sur cette période, probablement parce qu'il doit rester un petit peu de stock à gauche, à droite chez le consommateur. Quand on regarde sur ce total self-care et nutrition, donc un petit 4,8 milliards, et sur ces 12 mois, les contributeurs à la croissance, pour voir vraiment quelles sont les promesses qui sont stigmatisées et dynamiques sur cette période: le sommeil, l'immunité défense naturelle, la reminéralisation vitamine D, prévention cardio et les accessoires et dispositifs médicaux en hypertension pour prendre sa tension. Et effectivement, là, on voit contributeur à la croissance plus 52 millions sur ce top 5. Mais regardez le top 5 des contributeurs à la décroissance, moins 257 millions. Et là, vous avez le mal de gorge, la toux, le rhume grippal, douleur et fièvre et confort respiratoire. Toutes les voies respiratoires sont en fort recul sur ces 12 mois par rapport aux 12 mois précédents. Et puis, il y a quelque chose qui m'a interpellé, et donc du coup, j'ai torturé les équipes hier soir, parce qu'il y a 3 mois, on regardait le top 10 des contributeurs à la croissance de la santé familiale, et je me disais, mais je n'ai pas l'impression de retrouver les mêmes, et qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces promesses, 3 mois plus tard. Et donc, regardons ce que ça donne toujours en cumul mobile. Donc, vous avez à gauche les 10 contributeurs à la croissance qu'on a analysés pour l'année 2020. Et on voit bien, sur 2021, ces mêmes promesses, c'est juste 1 million d'euros. On voit douleur et fièvre, premier contributeur à la décroissance, moins 31 millions. On voit que le sommeil s'installe fortement. Immunité défense naturelle aussi, une installation qui est durable. Tonus vitalité également.
brûlure d'estomac est en recul. Et après, on est stable sur les plaies, la nutrition infantile et l'incontinence. Mais on voit bien quand même que par rapport à ce qu'on a vu sur les dynamiques de 2020, on en a déjà perdu un certain nombre ou on recule pour certains d'entre eux. Alors, un petit point sur le bio. Ce qui est intéressant sur le bio, c'est qu'il reste dynamique, même si j'intègre Mars ou pas de l'année dernière. Cette tendance de fond, cette évolution, même si effectivement sur Mars, le bio en pharmacie l'année dernière était très fort, comme beaucoup de catégories de produits, mais on voit bien plus 4 sur ces 12 mois, plus 7 si je fais un cumul 11 mois glissant. Mais je considère Mars comme inexistant. Mais on voit bien que le bio est important. Et surtout, quand je regarde le top 5 des contributeurs à la croissance sur le bio, on a Arco qui, effectivement, avec le développement de ses gammes bio, est premier contributeur à la croissance. On a HNH avec Biostim, qui est deuxième, Léa Nature, Blédina et Expansience, qui du coup devient cinquième contributeur à la croissance avec justement l'arrivée de ces gammes bio. On le voit par rapport aux évolutions, plus 189% pour Blédina, plus 169% pour Expansience. On a effectivement le développement du bio. La dermo, qu'est-ce qu'elle raconte sur ces 12 derniers mois? Alors, c'est vrai qu'il y a des marchés sur la santé familiale. On m'a beaucoup demandé de comparer par rapport à 2019 et pas 2020. Mais c'est vrai que la dermo-cosmétique, en fait, l'année 2020, elle a été compliquée, mais du coup, sur la dermo et l'hygiène, elle était quand même plutôt stable. On voit là, sur les 12 mois glissants, on part de 1,519 milliard pour arriver à 1,5 milliard. J'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais pas pu. Moins 1%, alors forcément, je vous ai arrêté le graphe avec gel ou sans gel. Là, suis-je sans gel. Et on voit par contre les dynamiques qui installent la santé dans l'officine, l'hygiène, premier contributeur à la croissance, l'acné, le soin des mains, le soin du corps et le soin des pieds, avec quand même un gap en termes de contribution à la croissance qui va du simple au quadruple, plus 17 millions pour l'hygiène, plus 4 millions pour le soin des pieds. Et en décroissance, là, on voit l'équilibre sur ce marché-là, où on a le solaire qui dévisse, moins 18 millions, le soin du visage, le maquillage, le soin du lèvre, le soin des lèvres, le nettoyage visage. Donc, c'est vrai que on se fait moins beau, on se fait moins belle sur cette période-là. Et du coup, un marché qui se maintient à 1,5 milliard. Mais quand je regarde ce graphique, alors je ne l'ai pas fait pour le self-care parce que quasiment tous les laboratoires sont en décroissance. Donc, du coup, ce n'était pas glorieux et pas sympathique à regarder. Donc, je l'ai laissé quand même sur la dermocosmétique parce qu'on voit, on a quasiment un équilibre. On a la moitié des marques qui, sur ces 12 mois glissants, sont dynamiques, sont contributeurs à la croissance, d'autres qui sont effectivement contributeurs à la décroissance. On voit le tiercé, même le quintet de tête reste le même, mais on voit La Roche-Posay légèrement positif. On a Caudalie qui est premier contributeur à la croissance. On a Uriage qui gagne une place, qui était 8e l'année dernière et qui passe 7e sur ces 12 mois de confinement. On a Ducré aussi qui gagne une place. On a Eucérine, SVR, Garantia, Aquiléine et Dexéril pour la partie non médicaments qui sont dynamiques. On voit que petit à petit, ça remonte un peu sur Filorga, sur Roger Gallet. On est toujours en décroissance, mais effectivement, on résiste. On a Vichy qui est aussi fort contributeur à la décroissance et Velleda qui est dans un mouchoir de poche légèrement dynamique sur ces 12 mois glissants. Donc, on voit que malgré tout, on n'a pas de global shopper, comme on aime les appeler pour certains d'entre vous, mais on voit bien que ça préempte en pharmacie, qu'il y a vraiment cette habitude de consommation. On voit bien qu'on va avoir une évolution dans le phénomène consommatoire, dans cette recherche de conseils, d'accompagnement qu'il montre. Et quand je regarde sur ces dernières semaines, c'est vrai que la dynamique sur cette hygiène et dermocosmétique hors gel hydroalcoolique, on le voit, les semaines de fin mars et début avril sont plutôt pas mal, au moins sur fin mars, semaines 12 et 13. Plus 34, plus 40%. On a une dynamique à plus 24. Donc, effectivement, on est
sur des marchés qui sont mieux orientés que l'année dernière et un début d'année qui reste à +4 par rapport à l'année dernière. Donc, vraiment cette évolution sur l'ensemble du réseau officinal qui s'approprie, je le redis, mais pour l'instant, j'en reste convaincu, la santé au sens large du terme, avec un S, un grand S, pas pour écrire, mais du coup pour écrire santé. Voilà, on voulait vous remercier. Peut-être Patrick, un petit mot pour conclure. Oui, ben merci David. Merci surtout à vous tous de votre très grande et très large participation. On se permettra sûrement dans les semaines qui viennent de vous adresser un petit questionnaire, d'abord pour savoir un peu ce que vous pensez des ateliers au bout d'un an. Et puis, on a aussi envie de les faire évoluer pour qu'ils correspondent le plus possible à vos attentes et à vos besoins. Et donc, nous enverrons cela dans les prochains jours. Un grand merci à vous tous, très bonne journée et à très bientôt. Et merci à toutes les équipes GERS qui nous ont aidés à préparer ces ateliers. Au revoir.